Alors, le délai, on a un webinaire de 1 heure, donc comme la présentation et le contenu est assez dense, on va commencer déjà à vous présenter les acteurs de ce webinaire et qui est autour. Chacun d'entre eux aura en 2 minutes pour se présenter. Ça vous permettra après, effectivement, de pouvoir réagir. En tout cas, comment on va cadrer ce webinaire, c'est de vous présenter toutes les étapes pour bien préparer son dossier financier avec la banque, mais je pense aussi avec les autres acteurs du financement. Hein. Je pense que Frédéric de la société Number va nous détailler tout ça. Et nous avons aujourd'hui donc un témoignage d'un franchiseur, Xavier, de la société Attila, pour nous faire vivre tout son vécu, son expérience tout au long donc, des étapes qu'il a eues au moment de rencontrer le franchiseur, au moment de monter le dossier et aujourd'hui. Donc, je vais laisser donc les acteurs se présenter. Je finirai derrière moi en tant que le métronome de ce webinaire. Je laisse la parole à Frédéric, qui va être quand même la personne qui va être l'acteur principal. Merci André. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour cet atelier qui effectivement va être dense. Donc, je travaille pour le cabinet Number, qui est un cabinet d'experts comptables. Et donc, on va essayer d'être le plus complet sur le sujet de la franchise, surtout avec la compagnie de Xavier. Bonjour à tous, donc Xavier Bovin, je suis franchisé Attila sur le secteur de Pleuhermel-Redon. Donc c'est un secteur qui se situe entre Rennes et Vannes en Bretagne. Voilà, et donc j'ai monté l'agence au mois de décembre 2025. Donc c'est pour ça que je pense que mon témoignage peut vous être utile parce que c'est encore frais dans ma tête. J'ai encore tous les souvenirs, hein, qu'ils soient bons ou moins bons, ça reste assez frais. Donc c'est tout l'avantage parce qu'au bout d'un moment, on finit par occulter ce qui a été désagréable. Voilà. Merci beaucoup Xavier. Moi, je suis André Agato, donc je suis le responsable du service entrepreneuriat au sein de la CCI Aix-Marseille-Provence. Notre service qui accompagne tous les porteurs d'idées, les porteurs de projets, les jeunes entreprises. Et au-delà de ça, dans la chambre de commerce, où on accompagne donc tous dirigeants et dirigeantes tout au long de leur vie entrepreneuriale. Donc là, c'est un plaisir de côtoyer nos partenaires et Frédéric tout au long de notre partenariat sous forme aussi bien de webinaires, d'ateliers que vous pouvez retrouver sur notre page de la Chambre de commerce au niveau de l'événement, mais aussi sur le site de Number. Et à la fin de cette présentation, vous pourrez cliquer sur le QR code. En tout cas, vous avez accès après à la présentation, ce qui vous permettra effectivement de retrouver tous les acteurs en live, en direct ou sur les prochains événements que nous organisons. Bien. Alors, le but du sujet au niveau du programme, 3 axes, hein, le business plan, le prévisionnel financier, les sources de financement. L'intérêt, c'est qu'à chaque étape et à chaque slide que présentera Frédéric, je questionnerai Xavier sur son parcours, sur son vécu, sur son expérience. Et pour tous ceux qui le désirent, ils pourront toujours chatter avec nous, nous envoyer leurs questions, de réagir, ce qui nous permettra au fil de l'eau de pouvoir vous répondre. Donc, n'hésitez pas de participer, d'être actif. Toute question va pouvoir enrichir toute personne présente aujourd'hui. À toi, Frédéric, je te laisse la main. Merci, Andrea. Alors, effectivement, au programme, 3 gros blocs, le business plan, le prévisionnel financier et les différentes sources de financement. Donc, vous allez voir, ça va être assez dense. On va essayer de passer assez vite sur certaines slides, vu que vous allez avoir le support par la suite. Ça ne sera pas un problème. Donc, première partie, le business plan et le prévisionnel financier. Alors, le business plan, à quoi ça sert finalement? Ça va servir, c'est un dossier qui va vous permettre de parler de votre projet, mais également de parler de vous, parce que les banques, les financeurs, ils financent certes un projet, mais aussi un individu. Et donc, c'est l'occasion de parler de soi, de son parcours professionnel, de sa vie, de sa situation familiale, de faire aussi dans ce business plan toute une étude
sur le projet, avec des études de marché, des stratégies marketing, des stratégies commerciales à mettre en place, et évidemment aussi toute une partie financière qui, elle, va être très importante pour, évidemment, avoir du financement. Donc, l'idée, ça va être de se poser les bonnes questions par rapport au projet et voilà, pour pouvoir bien le pitcher et gagner aussi en visibilité et puis étudier la viabilité, évidemment, de votre projet. Le prévision, oui. Avant que tu abordes le sujet, je voulais quand même faire intervenir Xavier là-dessus, puisque dans la franchise, lorsqu'on monte un business plan, et surtout, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape, effectivement, de la rencontre avec le franchiseur. Donc, effectivement, moi, la première question que j'avais à poser, puisque c'est bien en amont du montage du business plan, c'est pourquoi Xavier est parti en franchise, quel a été, effectivement, son choix, pourquoi ce choix s'est porté sur une franchise et sur Attila. Alors, moi, ce que je voulais, en quittant le salariat, c'était monter un projet. Et la franchise permet de nous aider à avoir un cadre, des appuis techniques, logistiques. Et alors on paye une rétribution aux franchiseurs pour ça, mais c'est un facilitateur. C'est un facilitateur et c'est plus sécurisant que de partir d'une feuille blanche sans outils, sans support, sans logistique, sans accompagnement. Voilà, donc c'est ce qui m'a fait porter mon choix sur la franchise, sur le concept de la franchise. Après, le franchiseur, moi j'ai conduit 2 projets de front pendant quasiment 6 mois, Attila et une autre enseigne. Alors c'était plus pour me garder un spare en cas de défaillance de l'un des 2 projets. Mais après, c'est une histoire de rencontre, d'interaction avec des gens qui m'a fait choisir Attila plus que l'autre enseigne. Alors, pour entrer un peu le côté global et pourquoi on arrive après sur un prévisionnel financier, je laisse la parole à Frédéric. Et effectivement, dès que le contact s'est fait avec le franchiseur, que le feeling y passe, que effectivement les 2 parties sont OK pour travailler ensemble, il y a toujours la partie, on va dire, un peu officielle et administrative. Donc, il y a, par rapport à la loi Doubin, qui oblige un petit peu le franchiseur de présenter un DIP, un document d'information précontractuelle, qui est normalement, s'il doit être rassurant, ne contient pas que 2 pages, puisqu'à l'intérieur, on doit retrouver les informations sur l'étude de marché, on va dire macro, générale, de présentation de la franchise, présentation effectivement du réseau, le temps qu'il a créé, le nombre de franchisés qu'il a dans son réseau, et une projection aussi, une première projection prévisionnelle qui va permettre effectivement aux futurs franchisés de se projeter, de pouvoir rencontrer d'autres franchisés. Est-ce que c'est ce parcours-là que tu as vécu, Xavier ? Oui, tout à fait. Il y a déjà un parcours de cooptation. Donc, effectivement, on va à la rencontre de franchisés. C'est un peu un vie-ma-vie de franchisé. Alors, c'est assez succinct parce que c'est une journée. Donc, forcément, on ne voit pas tout. Mais il faut déjà y aller avec un petit peu de bagage, savoir quelles questions poser. Mais en tout cas, les franchisés l'ont fait avec vraiment une très grande transparence. Parce que présenter ses comptes, c'est pas quelque chose d'évident pour tout le monde. Mais là-dessus, j'ai rencontré aucun point bloquant et voilà, et ça permet de voir quel est leur quotidien, comment ils ont géré leur lancement ou leur rachat, parce que parfois ça a été du rachat. Et voilà, et puis toute la partie commerciale, financière, technique et managériale. Ouais. Tout ça va permettre effectivement donc au futur franchisé d'établir lui son obligation à lui, c'est-à-dire d'affiner l'étude de marché sur le territoire dans lequel il veut s'implanter, puisque c'est un peu le but, et de poser des questions, donc faire cette première étude de marché qui va valider avec le franchiseur le modèle économique et qui va arriver, lui, même si dans le DIP il y a déjà une projection financière, de faire son propre prévisionnel financier. Et c'est là qu'effectivement, Frédéric, qu'est-ce que c'est que ce prévisionnel financier ? Eh bien, le prévisionnel financier, effectivement, c'est un volet de chiffré du business plan. Il est obligatoirement, j'ai envie de dire, projeté sur un minimum de 3 ans. Et
Et en fait, on va retrouver, et c'est ce dont on va parler, on va retrouver le compte de résultat, le plan de financement en premier lieu, le compte de résultat et le tableau de trésorerie. Donc, c'est ce qui va nous permettre de voir si le projet est viable, il est cohérent, et puis d'estimer aussi les différents coûts. On a donc, donc, je vous disais, le plan de financement, le compte de résultat et le plan de trésorerie qu'on va retrouver donc, dans ce prévisionnel financier, où ça va être l'occasion de faire des devis pour estimer s'il y a des travaux à faire, quel type d'investissement, quel montant d'investissement, et puis essayer de réfléchir aussi aux différentes ressources dont on a besoin pour arriver à ces fins-là. Si je vais terminer avec cette partie-là, voilà, c'est vraiment l'idée de chiffrer le projet. 3 outils qui permettent de répondre à 3 questions. Un plan de financement, quels sont les coûts de démarrage finalement? Le compte des résultats prévisionnels permet de savoir si est-ce que mon activité est rentable, si elle ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut que j'ajuste pour qu'elle devienne rentable? Et puis le plan de trésorerie et donc la question qui se pose: et quelles sont mes dépenses? Quels sont mes encaissements? Donc là, pour savoir si finalement je vais devoir réinjecter de l'argent à un moment ou pas. Alors, moi, je voulais poser une question à Xavier à ce niveau-là. Quand tu as dû monter ton dossier financier, en tout cas ton business plan, tu as été aidé, tu l'as fait avec, forcément, il y a eu des retours avec le franchiseur. Est-ce que tu as eu un réseau d'accompagnement qui était présent avec toi? Oui, alors on a un service support à la tête de réseau Attila qui accompagne les futurs franchisés sur tous ces points-là, hein, monter le dossier de financement. Pour ça, il se base forcément sur des moyennes établies par le réseau. Aujourd'hui, il y a 130 agences. Donc ça donne quand même un bon aperçu de ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Et donc d'établir un dossier financier qui soit une cote, qui peut être un peu mal taillée, hein, qui dépend aussi des performances individuelles, mais qui donne déjà une bonne projection de ce qui se passe habituellement. Et ceci a été renforcé par le fait que j'ai choisi, moi, l'expert comptable qui officie sur une bonne partie du réseau, qui est le cabinet Creusot, et qui connaît très bien le réseau Attila, et qui vient affiner un petit peu avec les données plus géographiques du secteur sur lequel on s'établit, et voilà, qui permet d'affiner encore ce montage financier. Une question, est-ce que tu t'es servi un petit peu aussi, ou l'expert compte avec vous, des données financières des autres franchisés et du franchiseur? Et est-ce que les données des franchisés, on va dire, est-ce qu'elles ont été en tout cas réalisées derrière? Oui, tout à fait. C'est ce que j'expliquais. Effectivement, ils se basent vraiment, hein, sur les lancements et ils prennent, en fait, pour calculer la moyenne, ils retirent les 10% les plus en difficulté au démarrage, les 10% les plus performants au démarrage, et à partir du noyau, du peloton, on va dire, là, ils calculent une moyenne. Et ça permet d'établir sur chaque ligne des postes une moyenne qui va venir monter le dossier financier. Et après, c'est encore affiné par le cabinet comptable qui lui a des données un peu plus géographiques. Et puis après, tout n'est pas gravé dans le marbre, hein. Ça reste le dossier financier, ça reste un projet. Donc, c'est pas forcément ce qui va se passer dans la vraie vie, mais on aura l'occasion sans doute de reparler après. Complètement. Tu confirmes, Frédéric? Effectivement, c'est rarement comme on l'a prévu d'ailleurs, mais ça permet quand même d'éviter un certain nombre d'erreurs. C'est ça. Ça permet de se donner un cap. Exactement, ouais. Et un cadre. Voyons de suite l'un des premiers éléments du prévisionnel financier qui va être le plan de financement. Le plan de financement, qu'est-ce que c'est finalement? C'est, comme ça l'indiquait, la mise en chiffre de vos besoins et de vos ressources de démarrage. C'est en fait l'idée d'avoir une photographie à un instant T et au jour zéro.
l'idée n'est pas de savoir si on va gagner de l'argent ou si on va en perdre. L'idée est de savoir de quoi j'ai besoin pour démarrer mon activité, quels sont mes besoins de financement, mes besoins d'investissement. Et de l'autre côté, savoir justement de combien j'ai besoin de ressources pour pouvoir financer ces investissements. Donc, ça permet, ce plan de financement, d'erreurs, ça permet d'éviter deux grosses erreurs. C'est à la fois de demander pas assez à des financiers, et de retrouver un cours de liquidité assez rapidement, et à l'inverse, demander trop à des banques et avoir le risque d'essuyer un refus. Ça va vraiment être ça qu'on va venir regarder un peu plus dans le détail. Alors, Frédéric, il y a Paul qui pose une question. Oui. Y a-t-il des points de vigilance et le projet doit être rentable dès la première année? Est-ce que tu crois répondre maintenant ou qu'on attend la présentation du compte de résultat? Non, je peux déjà répondre maintenant. Oui, il faut que le projet soit rentable dès la première année, en tout cas vis-à-vis d'un banquier ou d'autres investisseurs financiers, d'autres acteurs financiers. Ça va être problématique si le projet n'est pas rentable dès la première année. Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir injecter de l'argent et puis ouais, non, c'est pas viable. Il faut essayer de trouver l'équilibre sur les trois, sur ce qu'on va voir, le plan de trésorerie et le compte de résultat. D'autres questions ou pas, André? Non, ça va, continue sur le plan de financement. Okay. Voilà. Donc, le plan de financement, premier élément, ça va être évaluer les besoins. Donc, en franchise, effectivement, on va souvent avoir donc un achat de droit d'exploitation, qu'on pourrait appeler une licence. Xavier me dira peut-être un autre terme tout à l'heure. C'est également finalement le respect de la charte, l'architecture du réseau, donc ce qui peut amener parfois à des aménagements, à des travaux spécifiques pour que ce soit en lien avec l'ADA, avec l'identité visuelle de la franchise. Les besoins, ça va être également le stock de départ en fonction de ce que vous vendez, mais il va falloir avoir ce fonds de roulement qui est nécessaire. Et d'ailleurs, ce qui permet de faire la place pour l'appel, ce besoin en fonds de roulement de démarrage qui est vachement important et voilà, qui est indispensable pour en fait avoir une trésorerie suffisante et pouvoir acheter et tout simplement faire tourner l'activité. Comment construire le plan de financement? Donc, on a les besoins d'un côté, les investissements de départ, matériel, véhicule, les aménagements, etc. Le besoin en fonds de roulement, je viens d'en parler, le stock, la trésorerie de démarrage. Et puis également, les investissements de départ, ça va être les frais de création, les honoraires, le dépôt de marque, la publicité, si on doit en faire aussi en amont de l'ouverture. Et puis en face, on va avoir les ressources. Comment je finance finalement tous ces besoins? Par de l'apport personnel, par des emprunts bancaires, des prêts d'honneur, des subventions. On va appeler de la love money aussi, c'est-à-dire de l'aide financière de la famille, des amis. Donc voilà, ça c'est autant de moyens qu'on va pouvoir mobiliser pour avoir des ressources suffisantes. On retrouve du coup dans le plan de financement, il y a une notion comptable qui est un peu spécifique, qui va être la notion d'immobilisation. En gros, lorsqu'on fait un investissement de démarrage, nous, en général, on dit quand il y a des montants qui sont supérieurs à 500 €, il peut y avoir un intérêt à faire une immobilisation. Qu'est-ce que c'est? C'est éviter finalement, je vais prendre un exemple très concret, vous avez 20 000 € de travaux. Eh bien, ça va être d'éviter que comptablement, ces 20 000 € soient une charge directe pour la société. Et en fait, une immobilisation va venir, ce qu'on va appeler un amortissement, on va venir l'amortir dans le temps. Les travaux, les aménagements, on va estimer que ça a une durée de vie, entre guillemets, de 8-10 ans. Donc, si vous avez 20 000 € de travaux, on va venir amortir ça sur 10 ans et donc ça va être chaque année 2 000 € qui vont être inscrits dans le compte de résultat. Ça permet tout simplement à ce qu'effectivement on équilibre un peu
le compte de résultat et qu'il n'y ait pas des grosses charges d'un coup qui viendraient, et c'est un peu la question qu'il y avait tout à l'heure, qui viendraient totalement déséquilibrer et faire en sorte qu'on serait à perte totalement. Donc, on va distinguer deux types d'immobilisation. Les immobilisations corporelles qu'on va pouvoir venir amortir en fonction, donc, je vous disais, aménagement, travaux, ça va être 10 ans. Le matériel, l'outillage, on va être aux alentours de 5 ans. Voilà, il y a différents durées d'amortissement. Et puis, on va avoir les immobilisations incorporelles et elles qui vont être financées par de l'apport personnel, ou du cofinancement ou de la love money. Les banques ne vont pas aimer financer généralement les immobilisations incorporelles, parce que tout simplement, si vous êtes en dépôt de paiement à un moment, ce qui est incorporel, c'est immatériel, c'est non palpable et ils ne vont pas pouvoir le récupérer. En revanche, tout ce qui va être corporel, ça, ils vont pouvoir potentiellement récupérer ces actifs-là. Donc voilà, attention à cette notion, immobilisation incorporelle, corporelle, l'un qui peut être financé par la banque, l'autre qui va plutôt être financé par votre argent personnel ou par d'autres moyens que l'emprunt bancaire. Frédéric, il y a Yann qui pose une question. Doit-on forcément amortir les droits d'entrée sur la durée du contrat de franchise? Ça va dépendre le montant. Encore une fois, je dirais que si ça dépasse 1 000 euros, oui, on va plutôt préconiser de le faire. En dessous, ça se vaut, ça se discute. Tout dépend des autres charges qu'il peut y avoir à côté. Xavier, moi j'avais une question pour toi. Lorsque tu as monté effectivement ton plan de financement, tu as dû forcément chercher des partenaires. Est-ce que le franchiseur avait des partenaires qui t'imposaient ou pas? Pas imposé. Par contre, tu préconises, puisque là, en l'occurrence, Attila travaille beaucoup avec la Société Générale et le Crédit Agricole. Donc, alors je ne sais pas si on en reparlera tout à l'heure, mais il y a un principe de fiche navette où on dit à la tête de réseau, moi, je souhaite démarcher tel établissement bancaire. Donc, on donne notre liste d'établissements. Ça va de 4 à 6. Plus de 6, ça ne sert à rien. 4, on va dire, ça permet de se donner une bonne idée de ce qu'on peut obtenir comme taux et comme conditions de financement. Et donc, une fois qu'on a donné cette liste d'établissements bancaires, la tête de réseau envoie des fiches navettes. Et le fait, effectivement, de travailler avec la Société Générale et le Crédit Agricole peut être un plus, effectivement, pour se faire Alors financer. là, tu parlais des partenaires financiers. Moi, je voyais Ouais. aussi l'autre côté au niveau des besoins, comme l'a présenté Frédéric. Ouais. Je sais que certaines franchises ont des centrales d'achat ou des Ah oui. partenaires affiliés pour justement travailler dans de bonnes conditions. Ouais. Est-ce qu'effectivement, ça a été imposé ce côté-là ou pas, ou ça a été libre de trouver tes propres partenaires pour fonder effectivement tes immobilisations et ton patrimoine? Non, nous sommes libres d'utiliser les fournisseurs que l'on souhaite, sauf une marque de résine d'étanchéité qu'on achète obligatoirement via la tête de réseau, enfin la centrale d'achat de la tête de réseau. Mais sinon, on n'a pas d'obligation. C'est plutôt bien vu de s'approvisionner à la centrale d'achat, mais il n'y a pas d'obligation en soi, sauf pour cette résine d'étanchéité qui est référencée. Mais voilà, là, on est obligé de passer par la centrale d'achat. Merci. Frédéric, deux questions pour toi. Agathe qui pose la question, et bonjour Agathe. Faut-il passer par un courtier? Quid des courtiers type Crédit Pro? Je pense qu'on reviendra sur cette question sur la partie plutôt ressources. Qu'est-ce que tu en penses? Ou tu veux répondre maintenant, comme tu le veux? Oui, on reviendra sur la partie ressources. Ouais, ce sera plus intéressant effectivement de répondre à ce moment-là. Merci. Je continue sur le plan de financement en parlant donc des ressources. J'en parlais déjà tout à l'heure. On va faire un détail un peu plus important. Donc, on va avoir d'un côté les capitaux propres. Donc, ça va être le capital social, par exemple. Ça peut être donc le capital social, il peut être constitué d'apports en numéraire, de l'argent, mais aussi d'apports en nature. Ça peut être du mobilier, des machines qu'on va venir évaluer et qu'on va venir apporter au capital
social de la société. Ça peut être également de l'argent personnel qu'on va injecter dans la société. C'est ce qu'on va appeler un compte courant d'associé. Je fais un focus un peu là-dessus. Le compte courant d'associé, donc c'est une ligne comptable qui fait que lorsque vous, dirigeants, vous injectez de l'argent dans la société, en fait, contracte une dette envers vous et vous allez pouvoir vous rembourser petit à petit, à n'importe quel moment, lorsque vous avez de la trésorerie, en tout cas nécessaire, suffisante, vous allez pouvoir vous rembourser cet argent que vous avez injecté. Donc, c'est quand même assez intéressant si vous avez un peu de liquidité de côté, pas forcément tout mettre dans le capital social, mais aussi en garder, en réinjecter, parce que vous savez que vous allez pouvoir récupérer aussi vos billes. Dans les capitaux propres, on va aussi également retrouver tout ce qui va être l'aide familiale, l'aide de notre environnement, les amis, la famille, ce qu'on va appeler la love money. Ça, c'est pas à négliger. Je ne sais pas si Xavier, toi, t'es passé par là ou pas. C'est pas à négliger. L'apport en compte courant d'associé, fatalement. J'en ai mis un beau paquet. Et puis après, j'ai une aide, mais qui est arrivée un peu. Je la réclamais pas spécialement, mais voilà, mes parents m'ont proposé, ils avaient un peu d'argent de côté. Ils ont dit, plutôt, on nous enterrera pas avec. Donc, tu as un beau projet qui a l'air de tenir la route. Du coup, ils ont mis une somme assez substantielle aussi, hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est effectivement. Alors, soit on demande si on est à l'aise avec ça. Moi, je suis pas très à l'aise pour aller réclamer des sous. C'est tombé du ciel, tant mieux. Voilà. Effectivement, ouais. Pas toujours évident d'être à l'aise avec ça. Mm. On a parfois l'impression de devoir par la suite. Mais Ouais. si certaines personnes se sentent plus à l'aise avec ça, ne vous privez pas de ce canal-là qui peut être vraiment un levier important. Ouais. Surtout lors de la phase de négociation avec les banques, le fait d'arriver avec un apport plus conséquent facilite le travail de négo. Oui, effectivement, on en parlera tout à l'heure, mais Mm. c'est un minimum de 20% d'apport personnel. Et plus on en a, et mieux c'est vis-à-vis des banques. Deuxième grande source de ressources, ça va être les emprunts à long et moyen terme. Et donc ça, on va le détailler peut-être aussi un peu plus tard. Je ne fais que les évoquer. Donc on va évidemment avoir en premier lieu les emprunts bancaires, mais il ne faut pas oublier aussi tout ce qui va être prêt d'honneur, prêt de la BPI, des subventions, des microcrédits. Voilà, il peut y avoir aussi d'autres leviers que l'emprunt bancaire. Le plan de financement, là, pour donner, c'était l'idée de donner un exemple chiffré. Donc ça, je ne le détaille pas forcément. Vous aurez le support par la suite. Ça permet d'avoir quand même un exemple de base, à savoir que là, il y a la notion de TVA qui est émise. Bon, entre parenthèses, la TVA, c'est pas forcément très important. Ça peut l'être plus pour les banquiers pour savoir s'ils vont vous accorder un crédit bail ou pas. Mais bon, en tout cas, c'est pas à faire apparaître. Là, je l'ai mis, mais c'est pas à faire apparaître dans votre plan de financement. Vous ne faites pas apparaître la TVA. On ne parle à chaque fois qu'en hors taxe. Je complète un petit peu, mais ça, c'est des données un petit peu, on va dire, générales et nationales, puisque dans les besoins, forcément, ce qui va jouer aussi, c'est le droit d'entrée de la franchise. Lorsqu'on revoit un petit peu les études qui ont été montées par la Fédération française de la franchise, la moyenne des droits d'entrée a été considérée en 2025 à 25 000 euros. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des franchises à 1 000, 2 000. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les franchises sont dans tout secteur d'activité et il y a tout droit d'entrée. C'est vrai qu'on pense souvent aux grosses franchises comme les McDonald's ou les Burger King, où on a des droits d'entrée qui sont pas loin d'1 million. Mais il faut savoir qu'effectivement, la franchise est ouverte à tous et qu'il y a différentes données financières par rapport à ça. Bon, voilà, donc c'est un petit point qui va rentrer dans les besoins et donc à financer aussi. Donc, c'est dire que le marché, en tout cas le marché, en tout cas la franchise est un domaine qui est ouvert à tout le monde. Ouais, tu fais bien de préciser. Bon, je t'avoue que moi, je ne connais pas de franchise avec un droit d'entrée à 1 000 euros, mais
Alors, c'est chez les consultants. Tu as des cabinets de Ah ouais. consulting qui proposent alors des droits d'entrée assez minimes, mais qui imposent après, mais ça on en parlera aussi avec Xavier, sur les redevances ou sur des obligations de formation qui viennent compléter ce droit d'entrée. Donc, en fait, ils veulent faciliter un réseau, grandir leur réseau par des droits d'entrée minimes, mais qui vont donc imposer derrière certaines dispositions ou dispositifs pour qu'ils puissent eux aussi valoriser le montage de la franchise. Très bien. On passe maintenant, on finit avec le plan de financement, on va passer maintenant au compte de résultats. Le compte de résultats, c'est ce qui va récapituler donc l'ensemble des produits, donc l'ensemble du chiffre d'affaires finalement, et également l'ensemble des charges prévisionnelles. En gros, clairement, le compte de résultat, on va faire le chiffre d'affaires moins les charges et ça va nous donner le résultat de l'exercice pour simplifier les choses. Mais ça permet justement, c'est peut-être un des éléments non, j'allais dire un des éléments les plus fondamentaux, mais les trois piliers qu'on vous présente là, le plan de financement, compte de résultats et tableau de trésorerie, ont toute leur importance à des échelles différentes et à des décos différents. Mais peut-être vous, en tant qu'entrepreneur ou porteur de projet, c'est un des éléments très importants parce que c'est ce qui va permettre de savoir si votre activité elle est viable ou pas, clairement. C'est un élément central. Donc, le compte de résultat. Évidemment, le fait d'être en franchise, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact parce que ça va vous créer des charges dès le départ. Donc on en parlait, André l'évoquait juste avant, ça va être des redevances qu'on va appeler de fonctionnement. On pourrait appeler ça des royalties, on pourrait, je pense, plusieurs terminologies différentes. Mais globalement, c'est entre 4 et 8% du chiffre d'affaires. Je ne sais pas si tu confirmes, Xavier, et toi, avec Attila, comment ça se passe? Ouais, c'est 6%, plus 2% pour la partie communication. Voilà. Parce qu'effectivement, au-delà de ces redevances-là, c'est l'intérêt aussi de la franchise. C'est à la fois, forcément, vous allez donner de l'argent pour du marketing, mais vous participez à des campagnes de communication qui sont nationales, donc avec beaucoup plus de points. Et c'est là aussi l'intérêt de la franchise, c'est que derrière, il y a toute une culture, il y a toute une force marketing, communication qui est derrière, quoi. Et puis, on en parlait aussi tout à l'heure, les centrales d'achat. Donc ça, forcément, il y a aussi des marges qui sont faites pour la centrale d'achat. Ça va être des coûts d'approvisionnement qui vont être spécifiques et qu'il va falloir intégrer dans les charges de la franchise. Certaines franchises acceptent que vous preniez des produits de l'extérieur, faire des achats pas forcément que sur leur centrale d'achat, mais d'autres franchises, vous allez être obligé de passer par la centrale d'achat. Ce n'est pas forcément toujours le plus avantageux. Alors, moi, comme je rajoutais tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut retrouver dans certaines franchises, alors, soit sur le biais de ce que tu as présenté, Frédéric, les redevances de fonctionnement, redevances marketing. Certains font aussi l'obligation de passer des formations chez eux. Je pense un petit peu à certains cabinets de patrimoine, de gestion patrimoine, lorsque chaque année, on a besoin de renouveler ces agréments, de les valider. Les franchises proposent effectivement, ils ont un organe de formation et ça fait partie des obligations de pouvoir les faire dans leur organisme de formation pure. Voilà. C'est un exemple supplémentaire. Très bien. Voyons un exemple chiffré maintenant du compte de résultat. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. Mais donc, en gros, oui, là, c'est un exemple sur 2023. Et donc, on est parti d'un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Donc, on va évaluer les différentes charges, les charges externes. Donc là, qui se représente à près de 30 000 euros. Donc là, on va avoir vraiment toutes les charges, des charges externes, des impôts, des taxes, des charges de personnel, les amortissements, je vous en parlais tout à l'heure,
eh bien, et vont apparaître ici sous la terminologie dotation aux amortissements. Quand on avait 20 000 € de travaux, mais répartis sur 10 ans, ça fait 2 000 € par an. On a, je vous dis une bêtise, 5 000 € de mobilier répartis sur 5 ans. Donc, on va nous donner 1 000 €, 2 000 plus 1 000, 3 000 €. Ça va être une charge. Tous les ans, il va y avoir une charge de 3 000 € qu'on va appeler dotation aux amortissements. Mais ça évite d'avoir, sur un début d'exercice et sur une première année, d'avoir une charge de 25 000 € et qui aurait totalement plombé le résultat de l'exercice. Parce que vous le voyez, hein, si on mettait ici à la place, si on intégrait finalement aux charges externes 25 000 € en plus, et bien finalement, on se retrouverait avec des résultats qui seraient négatifs. Donc, une fois qu'on a fait le chiffre d'affaires moins les charges, ça va nous donner un résultat d'exploitation. Ensuite, il faut intégrer les charges financières. Lorsqu'on passe par la banque, on a des intérêts à payer, on a un remboursement à effectuer. Donc, on va avoir du coup des charges financières qui vont être là négatives en l'occurrence. Et donc, ça nous donne ensuite un résultat avant impôt. Ne pas oublier l'impôt sur les sociétés pour avoir ensuite le résultat de l'exercice, savoir ce qui vous reste à la fin de l'année. Donc là, en l'occurrence, il reste un peu plus de 11 000 €. Et avec ces 11 000 €, vous allez pouvoir décider de soit les réinjecter dans la société, les garder en réserve, constituer de la trésorerie supplémentaire, ou bien potentiellement pouvoir les prendre en dividende. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose, André ? J'ai une question de Agathe qui pose la question, est-ce que c'est bon signe une redevance marketing? Est-ce que ça veut dire que si on paye pour ça, la franchise ne se doit pas de communiquer pour ses franchisés? C'est une bonne question. Alors j'avoue qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous avez tout type de franchises. Vous avez des nouvelles franchises, des anciennes franchises. Il y a un cahier des charges à respecter. Si on rentre, on s'oblige à respecter les obligations du contrat qu'on signe avec la franchise. Après, dans la négociation, et là, je demanderai à Xavier, est-ce qu'il y a eu des choses qu'il a fait modifier par rapport au contrat qui était prévu au départ? Est-ce que c'est une bonne signe d'une redevance marketing? Oui, parce que comme l'a dit Frédéric, on va rentrer effectivement avec les outils qu'a mis en place la franchise, que ce soit en termes de communication. Souvent, on propose d'être géolocalisé sur le site qui a déjà mis en place le franchiseur. Donc, ça nous fait quand même des économies d'un côté. Mais on le sait qu'un site ou une stratégie marketing, vous êtes du marketing, est toujours en évolution, il y a toujours des coûts. Donc, chacun va participer effectivement à cette structuration de coûts globale. Voilà. Je ne sais pas si c'est un peu ce que tu as vécu, Xavier. Est-ce que tu as pu modifier le contrat au démarrage? Est-ce que le cahier des charges, tu as dû le respecter dans sa totalité? Est-ce qu'il y a moyen d'échanger avec le franchiseur? Bon, ça dépend des franchiseurs. Il y a des franchiseurs qui sont ouverts à la négo, d'autres pour lesquels le contrat il est ce qu'il est et c'est à prendre ou à laisser. Moi, de toute manière, le contrat m'allait en tout point. Bon, il y a toujours des petites choses sur lesquelles on pourrait rediscuter, mais c'est à la marge. Il ne faut pas trop se polluer l'esprit avec ça. Oui. C'est bon signe d'avoir une redevance marketing. Parce que ça veut dire qu'il y a quand même un budget qui est alloué à la communication, à la visibilité du réseau et donc forcément de votre activité. Donc c'est un bon point. Après, ça se vérifie quand même. Moi, je sais qu'avant de prendre contact avec mon réseau de franchise, je ne faisais pas trop attention, entre guillemets, à la communication d'Attila, puisque n'étant pas dans le milieu. J'ai vu qu'il y avait une redevance marketing, j'ai regardé ce qui était fait. Et effectivement, j'étais convaincu parce que c'est du marketing ciblé s'agissant de B2B. Donc du coup, voilà, faut vraiment, ça dépend du réseau de franchise sur lequel on souhaite s'appuyer. Faut tout étudier en fait. Il faut rien laisser au hasard. Ça, c'est sûr et certain. Alors, Agathe complète avec justement demander des retombées de la communication. Oui, on peut. De toute façon, normalement, il y a toujours en fin d'année un reporting justement pour être transparent, je suppose. Ouais. Après, faut savoir lire entre les lignes parce que les chiffres, on peut leur faire dire tout et son contraire. Donc, le mieux, c'est d'aller voir vraiment sur les réseaux sociaux, sur Internet, voir ce qui est vraiment mis en place par le réseau de franchise qu'on approche. Mais moi, je confirme, Agathe, la confiance mérite contrôle aussi.
Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de franchises qui mettent des redevances, mais c'est vrai que derrière, moi, j'ai eu le cas de figure de certains franchisés qui a fait changer le contrat parce que on lui demandait des montants où il ne retrouvait pas le retour sur investissement. Hein, c'est du roi. Hein, donc, c'est un contrat commercial. Hein, donc, il faut que toutes les deux parties soient gagnant-gagnantes. Hein. Et moi, je vais apporter une précision aussi. On parle de redevance marketing. Donc, c'est du marketing qui est fait pour le réseau d'une manière globale, mais qu'est-ce qui est fait aussi pour vous en tant que nouveau franchisé? Est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui sont faites? Première chose. Et deuxième chose, c'est pas parce que vous payez une redevance marketing et communication que vous, en tant que franchisé, vous n'allez pas aussi avoir un autre budget. Je pense que Xavier pourra le confirmer. Un autre budget com, un autre budget marketing spécifique au magasin ou au lieu de vente. Merci. Donc, on passe sur le compte de résultats. On passe maintenant au tableau de trésorerie. Le tableau de trésorerie, qu'est-ce que c'est? Ça va être, en fait, on peut avoir un compte de résultats qui peut être très positif, mais avoir un tableau de trésorerie qui, au bout de 3 mois, est négatif. Parce qu'il va y avoir des lignes comptables, comptablement, ça ne va pas se calculer de la même manière. Donc, ce tableau de trésorerie permet justement de savoir, mois par mois, quel argent j'ai. On va vraiment faire une différence entre l'encaissement moins le décaissement. Et donc, c'est vraiment un tableau qui est extrêmement important. Parce que moi, je sais que par exemple, au cabinet, quand je fais des prévisionnels, si je vois un mois où j'ai ma trésorerie globale est en négatif, je sais pertinemment que le prévisionnel va être rejeté, il va être refusé. On peut avoir, en fonction de l'activité, on peut avoir des activités saisonnières où il va y avoir parfois une trésorerie sur 1 ou 2 mois d'un mois sur l'autre, en tout cas, qui va être négative. Mais tant que le global reste positif, c'est important et c'est intéressant. Donc, dans le tableau de trésorerie, donc là, effectivement, on va retrouver pas mal de chiffres. Mais en gros, on va avoir les charges fixes, les prestations externes, le remboursement des emprunts. Donc ça, c'est le décaissement. Et l'encaissement, donc ça va être l'apport, les subventions. Là, on aurait pu mettre aussi l'emprunt bancaire au démarrage en initial. Vous avez demandé 30, 40, 50 000 euros. Et donc, ça va permettre de le calculer. Ça, pour le coup, le tableau de trésorerie peut être assez simple à mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, tous ces outils dont on parle depuis tout à l'heure, plan de financement, tableau de trésorerie, compte de résultats, moi, je vous conseille fortement de passer par des professionnels pour faire ça. C'est ce qu'il le fait. Nous, en tant qu'experts comptables, on le fait. Soyez accompagnés pour ces éléments-là. Vous, que vous puissiez déjà avoir en tête des éléments chiffrés, savoir quel est l'investissement, toutes ces choses-là, avoir des lignes en tête et des postes globaux en tête, c'est très bien, c'est nécessaire. Maintenant, pour que derrière, il y ait aussi des tableaux qui soient qualitatifs, franchement, soit vous avez des logiciels mais qui vont coûter de l'argent, soit vous passez par des professionnels pour ça. Xavier, tu veux rebondir dessus? Non, pas spécialement, pas là-dessus. Il me semblait. Non, la trésorerie, c'est tellement quelque chose d'aléatoire d'une personne à l'autre, la manière de la gérer. Donc, oui. Et c'est peut-être là la trésorerie où il y a la plus grande difficulté de prévision. Parce qu'il y a toujours des choses en fait, qu'on n'a pas anticipées, qui nous arrivent un peu sur la tête, qui n'étaient pas prévues. Donc, il y a une part d'impondérable qui est importante. Il y a ce qui n'était pas prévu et surtout, moi, il y a des choses qui ont été prévues et dont je me suis très vite rendu compte de l'inutilité. Et c'est pareil. Alors, moi, j'ai de la chance. Je suis sur un secteur où l'immobilier n'est pas très cher. Enfin, au niveau maison, ça cogne un peu.
mais j'ai un local professionnel que je paye quand même nettement moins cher que sur des grandes agglomérations comme Nantes, Rennes, Vannes, voilà. Et du coup, ça a un impact forcément positif sur ma trésorerie. Donc, ça me permet de réorienter des fonds sur des choses enfin, que je garde utiles. Mais c'est pareil, il y a la cigale et la fourmi, hein. Il y en a qui vont avoir besoin de beaucoup de choses pour faire prospérer leur activité. Et puis il y a ceux qui vont se satisfaire de l'essentiel pour arriver à leur fin aussi. Donc voilà, tout le monde n'est pas égal face sur ce dossier-là en tout cas. Ouais, évidemment, ouais. Alors, cela étant, moi, je rajoute toujours un petit plus, c'est que je suis complètement d'accord avec ce que vous dites tous les deux. Par contre, effectivement, on a toujours des surprises. Donc, comme nous, on établit souvent des budgets, il y a des comptes qu'on va mettre, mais qu'on sait pertinemment qu'on a trop gonflé ou qu'on n'aura pas, mais qui vont servir souvent de prévoir l'imprévisible par rapport à ces projections qui laissent quand même une part d'inconnu derrière. Tout à fait, je confirme. Moi, c'est vrai que nous, on a tendance à mettre entre 5 et 10 000 euros de marge d'erreur, on va dire, parce qu'on le voit, en fait, là, si je reprends le tableau. Donc, en initial, en fait, au départ, donc vous avez votre apport du financement bancaire ou autre, vous avez voilà, un budget de 35 000 euros. Ensuite, en janvier, vous commencez votre activité, c'est là où vous allez devoir commencer à payer les travaux, les aménagements, enfin voilà, plein de charges fixes, plein de charges pour commencer l'activité. Mais attention, pendant ce temps-là, vous ne facturez pas parce que, ça dépend de l'activité, mais potentiellement, vous n'avez pas de rentrée d'argent. Donc, vous vivez sur l'emprunt, sur les apports personnels que vous avez. Et ça, c'est quelque chose qui peut durer pendant 1, 2, 3 mois. Euh, et qui, du coup, et on le voit là, va faire baisser la trésorerie petit à petit. On le voit. Donc, en initial, on commence avec une trésorerie à 35 000 euros. En janvier, finalement, on n'a aucune ressource, on n'a aucun encaissement. Par contre, on a plein de décaissements. Et donc, ce qui nous fait qu'on a une variation de trésorerie qui est à moins 15 000 euros. Et ça peut se répercuter sur plusieurs mois. Et donc là, on constate qu'à partir du mois de mars, il y a du chiffre d'affaires qui rentre. Et donc là, on retrouve une trésorerie positive. Donc attention effectivement à ça, à ce démarrage, où souvent on a beaucoup de choses à payer et avec aucun encaissement en tant que chiffre d'affaires qui rentre. Est-ce qu'il y a des questions, Andrea? Non, juste on fait attention un peu au temps. Ouais, 1048. Mais on est à peu près bien. Maintenant, voyons le financement, c'est la dernière grande partie. Le financement, donc on va voir qu'il y a différents moyens de trouver du financement pour en chercher. Voilà, par où commencer. Donc les différentes structures, ce qu'on va voir, c'est qui peut financer mon projet, quel montant je peux demander et quelle garantie. Donc, qui peut financer mon projet? Donc on va voir qu'il y a différentes structures. Le montant, c'est évidemment plus vous allez avoir de l'apport personnel et ça va créer un effet levier et vous allez pouvoir demander un peu plus à des banques, notamment, ou à d'autres financiers. Et puis, quelle garantie? Donc ça, on va le voir juste après. Les différentes sources de financement, déjà. On va avoir, je pense que c'est le premier point, je pense que c'est un des plus importants, c'est les prêts d'honneur. Donc, des prêts d'honneur, c'est des prêts à taux zéro. C'est des prêts personnels. Vous allez pouvoir demander à différentes structures. On va retrouver donc Initiative, France Active, le réseau Entreprendre, les prêts de la BPI également. Il y a l'ADI aussi. J'en passe, il y en a pas mal. L'ADI d'ailleurs est plutôt sur du microcrédit, mais c'est aussi un peu de taux zéro. Ça, c'est vachement important parce que vu que c'est finalement un prêt personnel, ça va constituer aussi ça va venir s'ajouter à votre rapport personnel. Et ça va vraiment aussi avoir des effets leviers. Les prêts d'honneur sont toujours cumulés avec un emprunt bancaire. Et ça va aussi beaucoup rassurer les banques. Quand ils savent que vous avez un prêt financé par Initiative ou autre, un prêt d'honneur, eh bien, ils sont plus à même de vous accompagner, vraiment. Parce que finalement, lors de ces prêts d'honneur, vous avez déjà eu
toute une phase avec un conseiller. Et puis après, il y a des comités d'intégration où il va y avoir, moi je sais que je participe régulièrement à des comités d'intégration chez Initiative, où finalement on va étudier le dossier, son financement, le prévisionnel financier, on va beaucoup s'attarder là-dessus pour savoir si finalement on accepte ou pas de financer le projet. On va également avoir donc, tout ce qui est microcrédit. Je passe rapidement là-dessus. On a Créasol et l'ADI. Peut-être que Andrea ajoutera des éléments là-dessus. Et puis après, on a des subventions. Alors ça, des subventions, il y en a plein. Plein de choses différentes. On va avoir le département, la métropole, la région qui peut mettre en place des financements. On aura l'AGFIP. L'AGFIP, c'est pour les personnes handicapées. En fonction de l'activité, on va avoir effectivement des subventions spécifiques pour les agriculteurs, pour les artisans. Ça, regardez, il y en a plein en fonction des territoires, en fonction des régions, de la localité où vous êtes. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Donc, ne vous privez pas de ça. Si c'est mis en place, c'est pour une raison, c'est pour la possibilité de l'avoir. Donc, profitez-en. Il y a deux sites qui permettent effectivement de recenser tout ce que vient de dire Frédéric. Vous avez le site lesaides.fr qui a été créé par les chambres de commerce et vous avez le site BPI France Création qui permet effectivement, en présentant vos activités, votre localisation, d'avoir effectivement tous les dispositifs financiers qui peuvent effectivement se raccrocher à votre projet et à votre personnalité. Et effectivement, je voyais dans les exemples où ils disent que c'est en fait ces autres moyens de financement autres que le prêt bancaire, ça permet de financer justement ce que les banques ne vont pas financer. Exactement. Le DFR, le stock de départ, ça, les banques, on l'a dit, c'est de l'incorporel, c'est de l'immatériel, ça n'existe pas pour eux. Ils ne voudront pas ou ils sont très réticents à financer ça. Et ces prêts d'honneur, ces subventions, tous ces éléments-là vont permettre, vu que ça va constituer un apport personnel supplémentaire, ça va permettre de financer tous ces éléments-là. L'emprunt bancaire maintenant. Donc la banque, elle peut intervenir pour financer donc, sur 15 ans l'acquisition des murs professionnels, l'acquisition ou la reprise du fonds de commerce et également le matériel, tout ce qui va être corporel, ce qui va être corporel, ce qui va être matériel. Donc les travaux, le mobilier, j'en passe. Je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais il y a plein de choses qui peuvent être comprises dedans. Et pour la création en franchise, il y a effectivement des éléments qui sont les franchises sont plutôt appréciées des banquiers en général. Pourquoi ? Parce que c'est finalement un réseau qui a déjà généralement fait ses preuves, qui, on sait, donc, peut se dupliquer ailleurs. Donc, ils peuvent être assurés. Puis, ils vont être assurés parce qu'ils vont avoir des chiffres concrets des autres franchisés. Et donc, généralement, ça peut potentiellement les rassurer, mais ils vont demander un apport personnel, par contre, qui va être assez important. Parce qu'ils savent aussi qu'il y a notamment le droit d'entrée qui va être important et que les banques ne vont pas vouloir financer. Donc forcément, il y a un apport personnel qui, en général, va être demandé entre 20 et 30%. Alors que dans d'autres activités où on n'est pas en franchise, on va plus être sur du 15-20%. Xavier, est-ce que, peut-être Andrea, tu avais déjà une question pour Xavier à ce niveau-là ? Tu es en mute, on ne t'entend pas. Oui, les questions. Est-ce que le banquier, lorsqu'il s'est présenté au banquier, il connaissait la franchise? Alors, déjà, le système de la franchise avec laquelle tu allais dedans, est-ce que le franchiseur t'a accompagné avec ton rendez-vous avec le banquier? Et est-ce que tu as senti effectivement ce que vient de dire Frédéric, qu'il y avait vraiment une appréciation, une appétence pour la franchise? J'ai tout regroupé comme ça. Ouais. Alors, moi, de mon expérience et de mon point de vue, ça reste un point de vue personnel. Donc, ce que je vous dis, ça n'a pas parole d'évangile, c'est juste mon ressenti et mon expérience. Moi, je vis à côté de Pleuramel, petite bourgade de 10 000 habitants, perdue entre Rennes et Vannes.
Les banques que j'ai démarchées sont des banques implantées localement. Donc, c'était la Société Générale, la BNP, le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel. Toutes ces banques ont été approchées via les fiches navettes envoyées par le franchiseur. Le franchiseur ne m'a pas accompagné à mes rendez-vous bancaires, ne m'a pas, entre guillemets, formé ou accompagné pour me dire comment parler à un banquier, parce que j'ai appris par la suite qu'il y a quand même un code. Voilà, enfin, il y a des codes, en tout cas, quand on parle à un banquier. Et donc, moi, j'y suis allé comme ça, le mort aux dents, on va dire, hein, avec l'envie de me faire financer et de pouvoir comparer toutes les offres. Le problème, c'est que dans des petites banques comme ça, en campagne, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, ils sont pas trop au fait de ce qui se passe dans les franchises, etc. Enfin, on sent que franchise ou pas franchise, je pense pas qu'il y aurait de grande différence. On m'a conseillé par la suite de plutôt aller de déménager mon compte sur une banque pro donc à Rennes là pour le coup, parce qu'on m'a dit le problème c'est que dans les petites banques en campagne comme ça, il y a des conseillers pro parce que ils assurent le quotidien on va dire, mais ils ne savent pas forcément bien monter un dossier, surtout venant d'une franchise. Voilà. On a beau tout leur donner sur un plateau d'argent, pour eux, ça reste un projet, et actuellement, avec la conjoncture, c'est compliqué, etc., etc. Enfin, je vous passe les différentes excuses. Donc, il faut vraiment s'adresser à des pôles professionnels. Donc, moi, aujourd'hui, je suis suivi par un conseiller d'affaires professionnel et pas par un conseiller pro, enfin, un chargé d'affaires, pardon. Un chargé d'affaires professionnel et pas par un conseiller pro. Ce sont deux choses bien différentes. Faites-vous accompagner par un chargé d'affaires professionnel dans une banque, dans une grande ville où ils sont un peu plus aguerris sur les montages de dossiers et surtout ceux venant des franchises. Voilà. Merci Xavier. Merci beaucoup pour ce retour. Bien, je crois qu'on a globalement terminé. Il me semble que ça va être la dernière slide avant de clôturer, de conclure. Donc, ce que va regarder la banque, c'est évidemment la marque, l'enseigne, sa notoriété, ses moyens de communication, hein, le concept, évidemment, aussi va être évidemment regardé. Le savoir-faire. Donc, finalement, comment le réseau s'est développé, quelle méthode il a fait, enfin, il a mis en place pour se développer, l'expérience les banquiers peuvent avoir finalement autour. Donc voilà globalement ce que va regarder et ce que le franchiseur donc met à disposition et ce que le franchisé lui va apporter donc en échange. Donc c'est le droit d'entrée. Donc la banque va effectivement regarder le droit d'entrée pour estimer les redevances, les royalties, on en parlait aussi tout à l'heure, donc le pourcentage du chiffre d'affaires ou le poste communication marketing sur du national. Et puis voir aussi, hein, ils vont avoir un regard sur les engagements contractuels, qu'est-ce qui est mis en place. Donc, voilà les éléments que les banques vont regarder. Est-ce que le chargé d'affaires, Xavier, était parti dans ce sens-là, en sachant qu'il y a des banques qui sont quand même plus orientées franchise que d'autres. Je sais qu'il y a la Banque Populaire, par exemple, qui a un prêt spécifique au droit d'entrée, un taux d'intérêt de 2%. Je l'ai connu il y a une dizaine d'années qui était à 0. Voilà. Donc, toi, ta vision? Moi, ils ont intégré le droit d'entrée dans mon prêt professionnel. Il n'y a pas eu de discussion là-dessus et c'est à travers ces slides que je découvre ce sujet. En fait, je ne pensais pas que les banques refusaient de financer les droits d'entrée. Voilà, moi, ils ont préféré en fait garder le montant que j'avais alloué comment dire, dans mon apport. Je pensais justement financer ces droits d'entrée. Et on m'a dit, gardez-les en apport en compte courant d'associé, on finance vos droits d'entrée. Voilà, c'est spontanément en fait qu'ils ont préféré financer les droits d'entrée. Tant mieux, parce que moi, c'est quelque chose qui est assez peu courant. Hein,
courtiers que je vois, c'est pas la majorité en tout cas. D'accord. Moi, je vais rebondir sur la question qu'il y a eu précédemment, puisqu'on est en plein dedans. Là. Est-ce que un courtier en crédit ou comme Crédit Pro, par exemple, peut avoir une valeur ajoutée? C'est vrai que certains courtiers ont des architectures ouvertes, il va pouvoir négocier avec plusieurs banques. Donc, ça peut laisser une possibilité déjà de faciliter la relation, puisque c'est un professionnel aussi. Toi, Frédéric, ton retour d'expérience de passer par un courtier ou de passer directement avec les banques, est-ce que c'est un avantage? Alors, je vais avoir forcément un avis peut-être plus personnel plutôt que vraiment totalement objectif par l'expérience que j'ai pu en faire au niveau personnel. Oui, je vous conseillerais toujours de passer par un courtier. La problématique du courtier, c'est il va prendre son billet, donc il faut voir aussi si vous avez les moyens de le financer, ce courtier. Mais oui, et notamment Crédit Pro, je sais qu'ils travaillent et que sur du terme qu'ils emploient, mais que sur du gagné. C'est-à-dire que c'est soit ils trouvent une solution et là, à ce moment-là, ils prennent leur billet, soit ils ne trouvent pas de choses très intéressantes et ils ne factureront pas. Oui, moi, personnellement, je passerai toujours par un courtier avant de passer par les banques en banque. Merci. Et je confirme ce que dit Frédéric. Moi, si c'était à refaire, je serais passé par un courtier. Parce que le courtier, il a les codes pour s'adresser au banquier et il sait faire pression parce qu'il ne va pas présenter que votre dossier, il va présenter en général plusieurs dossiers. Et il sait appuyer, relancer, faire accélérer un petit peu les choses. Parce que parfois, ça peut traîner en longueur un dossier de financement. Donc, si on est tout seul face au banquier, s'il n'a pas envie de bouger, il ne bougera pas. Donc, un courtier saura plus le faire bouger. Ouais, il a un pouvoir de négociation qui est non négligeable. Et en plus de, oui, sans compter ça, effectivement. Tu peux rajouter quelque chose, Andrea? Non, je pense qu'on a. Alors, moi, ce que je rajoute, c'est vrai, et les points que tu as dit, alors ça, c'est le détail, effectivement, et c'est un petit plus qu'on voulait donner aux personnes présentes. La posture est importante, l'apport est important, les fameux ratios, ils sont importants. Après, je crois que la crédibilité, l'expérience, la notoriété, la franchise va l'être aussi. Mais j'ai eu, moi, des expériences où on travaillait avec des banques qui avaient des référents spécialisés à la franchise et que dans les agences, ils n'étaient pas du tout au courant et que le lien ne passait pas. Donc, effectivement, le courtier peut avoir effectivement ce côté-là pour avancer. On me demande d'annoncer des sondages. Donc, vous allez voir comme je viens de finir la présentation, des sondages qui vous permettent aux participants de pouvoir nous dire ce qu'ils en pensent de cette présentation pendant qu'effectivement Frédéric continue et finalise notre webinaire. Oui. Écoutez, moi déjà, je voulais remercier tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire. Merci Andrea pour avoir animé. Merci Xavier aussi pour ton retour d'expérience. L'idée, ça va être de présenter rapidement Number et notre accompagnement. Donc Number, c'est un cabinet d'experts comptables, c'est un réseau de cabinets. On est présent dans une vingtaine de grandes villes. Donc on s'occupe de tout un tas de sujets, mais évidemment notre cœur de métier, c'est la comptabilité, c'est de vous accompagner d'un point de vue comptable, de faire toutes les déclarations, de faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne tenue des comptes de la société. Et puis sur d'autres sujets juridiques, protection sociale aussi et autres, on pourra vous accompagner. Particularité de Number, qui va être le fait qu'on travaille avec une application qui s'appelle Time, une application qu'on a développée et qui permet en fait déjà d'avoir une plateforme agréée de facturation électronique, d'avoir un compte pro. Time propose un compte pro. C'est également une plateforme, une application qui est sur le téléphone de gestion des achats, d'indemnité kilométrique. Donc, ça permet vraiment de fluidifier les choses, que vous ayez un maximum de services et que ce soit plus simple pour vous que de nous envoyer des pièces comptables tout le temps. Voilà pour Number et pour Time. Si notre
premier rendez-vous est offert. Donc, si vous voulez qu'on discute de votre projet de manière plus détaillée, qu'on simule des choses, qu'on revoie votre prévisionnel, mais ce sera avec plaisir. Vous pouvez scanner le QR code. Et merci encore pour votre attention. Et je laisse la main, le mot de fin peut-être à Andrea. En tout cas, merci beaucoup. Je vais quand même, avant de présenter la CCI, dire un grand merci à Frédéric pour son animation, son expertise, ses réponses. Un grand merci à Xavier pour son témoignage. Est-ce qu'il veut présenter un petit peu Attila? Parce que on connaît bien le légendaire Attila, mais pas forcément la société. J'espère que ce n'est pas moi. Derrière vous quand même. Donc Attila, c'est un réseau de franchises. Nous sommes des couvreurs professionnels. On intervient sur tout ce qui est, alors principalement chez les professionnels en B2B. On intervient sur tout type de toit, que ce soit de l'EPDM, du PVC, du bitumeux, du végétal, de l'ardoise, sur tout ce qui est bâtiments industriels, commerciaux. Également sur les copropriétés, les immeubles, voilà. Et donc notre cœur de métier, c'est la réparation, c'est l'entretien, c'est faire perdurer la vie de votre toit pour protéger bien les personnes qui se trouvent en dessous. Voilà. Bien, et on le retrouve dans toute la France, comme Number, parce que voilà. C'est juste pour dire que, comme je ne sais pas la destination où habite la provenance de nos participants, c'est bien de dire qu'on peut retrouver Number et Attila sur l'ensemble du territoire français. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas effectivement de vous rapprocher et de bien couvrir vos maisons. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on pense plutôt à se couvrir de la chaleur, mais on ne sait pas à tout moment ce qui peut arriver. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas à vous deux. Donc voilà, la Chambre de commerce va continuer sur la franchise. Vous pourrez prendre rendez-vous avec un expert spécialisé en franchise. N'oubliez pas notre agenda où on va développer encore plus tout sur la franchise, puisqu'il y a notre rendez-vous du 17 novembre 2026 avec notre forum sur la franchise qui aura lieu effectivement donc au Pasino Grand Aix en Provence. Et vous pourrez nous retrouver, ainsi que nos partenaires, des conférences, des ateliers et la mise en relation avec une 50aine d'enseignes. Donc, si la franchise vous plaît, venez compléter, confirmer tout ce qui vous a été dit aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez aussi un QR code pour vous inscrire. Donc, n'hésitez pas. Il y a d'autres événements sur le site de la Chambre de commerce, sur le site www.cciamp.com. Événements sur la franchise, événements encore avec Frédéric. On a positionné d'autres ateliers et en présentiel et qu'on pourra retrouver tout le long de l'année. Donc, merci à vous. Xavier, à très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et je remercie l'ensemble des participants pour vos questions. Elles ont fait enrichir notre présentation. Elles nous ont enrichi effectivement de vos interrogations. N'hésitez pas à continuer, soit directement sur le site de la Chambre de commerce, soit sur nos événements, soit sur les réseaux sociaux. Je pense que Xavier, tu es sur les réseaux sociaux. Frédéric, je sais très bien puisqu'on est en contact. Donc, n'hésitez pas à nous revoir aussi sur tous les moyens qui vous permettront d'avancer dans vos projets. Voilà, je vous dis merci beaucoup et à très, très bientôt. J'attends que Jean-François qui tape un petit mot pour partager, en sachant que vous pouvez retrouver effectivement l'ensemble, cette présentation et le replay qui seront envoyés à l'ensemble des participants. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.